En 2027, l'Afrique de l'Ouest promet une monnaie commune, alors que son score de convergence est tombé de 41,7% à seulement 29,2%. Derrière les sourires officiels et les nouveaux calendriers, aucun pays concerné n'avait pourtant respecté les 4 critères économiques essentiels en 2023, révélant l'écart profond entre les annonces de politique et la réalité. Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, avec Ibrahim Traoré au centre de cette rupture stratégique, peut-il accélérer ce que près de 50 années de promesses n'ont jamais permis d'accomplir? La réponse pourrait bouleverser tout l'avenir monétaire de la région. Vous allez comprendre pourquoi cette promesse monétaire dépasse largement le simple choix d'un nouveau billet ou d'un nouveau nom. Derrière le projet se joue une question plus profonde. Les États ouest-africains peuvent-ils partager une même discipline économique, accepter une même autorité et respecter des règles communes lorsque leurs intérêts divergent? En suivant les chiffres, les reports et les décisions politiques, il devient possible de distinguer les annonces spectaculaires des mécanismes réellement capables de transformer la région. Ce détail change toute la lecture. Ignorer cette distinction conduit facilement à croire qu'une date officielle suffit pour créer une monnaie crédible. Pourtant, une union monétaire exige bien davantage: des finances publiques maîtrisées, une inflation contenue, des réserves suffisantes et une banque centrale dont les décisions s'imposent à tous. Sans ces fondations, le projet risque de rester une promesse répétée lors des sommets. Comprendre ce qui bloque aujourd'hui permet donc d'évaluer avec lucidité le rôle de la CEDEAO, la rupture portée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ainsi que les véritables choix qui attendent l'Afrique de l'Ouest. Le premier fait décisif est simple. Ce projet ne date pas d'hier. L'idée d'une monnaie commune accompagne la CEDEAO depuis 1975, mais chaque échéance importante a été repoussée, remplacée par une nouvelle feuille de route, puis par une autre promesse. Le chiffre qui résume le mieux cette fragilité est brutal. Le score de convergence est passé de 41,7% à 29,2%. Cela signifie que les États ne se rapprochent pas suffisamment des conditions économiques qu'ils ont eux-mêmes définies. Pourtant, le discours officiel continue d'évoquer un lancement possible en 2027. Cette contradiction ne relève donc pas seulement d'un problème de calendrier, elle révèle une difficulté plus profonde. Annoncer une monnaie est relativement facile, mais construire les institutions capables de la soutenir exige une discipline commune, durable et vérifiable. Au départ, le projet répondait à une ambition claire. Une monnaie partagée devait faciliter les échanges, réduire les coûts de conversion et renforcer l'intégration régionale. Pour une commerçante qui achète dans un pays, revend dans un autre et se fournit dans un troisième, 3 monnaies différentes signifient davantage de frais, davantage d'intermédiaires et davantage d'incertitudes. Sur le papier, l'avantage paraît évident. Mais le problème s'est aggravé à mesure que les échéances ont été manquées sans conséquences réelles. Les critères ont été signés, les rapports ont été publiés et les sommets ont continué, sans mécanisme suffisamment puissant pour sanctionner les écarts. En 2023, aucun pays du groupe cité dans la source n'avait satisfait simultanément les 4 objectifs essentiels. La règle existait, mais son application restait faible. C'est ici qu'Ibrahim Traoré entre indirectement dans l'équation. Le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne crée pas automatiquement une solution monétaire, mais il transforme l'échec institutionnel en comparaison politique. Désormais, la CEDEAO ne doit plus seulement prouver qu'elle peut annoncer une monnaie commune. Elle doit démontrer qu'elle peut bâtir une autorité crédible avant qu'une alternative régionale ne gagne davantage de légitimité. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut quitter un instant les salles de conférence et regarder ceux qui vivent déjà les conséquences de cette fragmentation monétaire. La meilleure guide n'est pas forcément une ministre ou une économiste. C'est aussi cette commerçante qui achète du beurre de karité dans un pays, le revend dans un autre, puis commande ses emballages dans un troisième. À chaque étape, elle change de monnaie. Elle paie des frais de conversion. Elle dépend d'intermédiaires qui prennent une petite part du montant. Elle perd du temps aux frontières et ne sait jamais exactement combien restera dans sa poche lorsque la transaction sera terminée. Son activité peut traverser 3 marchés, mais son capital, lui, s'érode à chaque passage. Cette scène montre l'effet le plus immédiat du problème. Une monnaie commune pourrait réduire certains coûts, simplifier les paiements et rendre les échanges régionaux plus prévisibles. Pour les petits commerçants, cela signifierait moins de pertes invisibles. Pour les entreprises, cela faciliterait la planification, la facturation et l'investissement au-delà des frontières nationales.
Mais une seconde réalité apparaît aussitôt. Une monnaie commune ne fonctionne pas seulement parce qu'elle facilite le commerce. Elle exige une institution crédible, une politique monétaire partagée et des règles que les États acceptent même lorsqu'elles deviennent contraignantes. Sans cela, la commerçante change peut-être de billet, mais elle ne gagne pas forcément plus de stabilité. Le cas quotidien confirme donc ce que les annonces officielles masquent souvent. L'urgence économique existe déjà, tandis que la réponse institutionnelle reste inachevée. Et dès cet instant, le projet cesse d'être une simple promesse technique. Tout commence en 1975. La CEDEAO est créée. Une ambition apparaît aussitôt, rapprocher les économies de l'Afrique de l'Ouest et préparer, un jour, une monnaie commune. L'idée semble logique. Un seul espace commercial, moins de conversion. Moins de barrières, davantage de circulation pour les marchandises, les capitaux et les personnes. Pourtant, la première promesse ne devient pas une institution pleinement opérationnelle. Les années passent, les réunions se multiplient, les calendriers changent. Chaque nouvelle échéance donne l'impression que le projet avance, mais le lancement reste toujours devant. Puis vient le temps des annonces de plus précises. Une date est fixée, elle glisse. Une autre la remplace. Le projet reçoit un nom, une feuille de route et de nouveaux critères. L'année 2020 devait marquer un tournant majeur. Elle arrive au moment où le monde se ferme. Le calendrier est repoussé. En 2021, une nouvelle trajectoire est présentée. L'objectif se déplace vers 2027. Les dirigeants réaffirment leur volonté. Les communiqués se veulent rassurants. Mais derrière les images officielles, les économies continuent d'avancer à des vitesses différentes. La tension monte, les critères sont connus, les États les acceptent. Pourtant, ils ne les respectent pas tous. Les rapports le montrent. Les sommets continuent. Aucune sanction décisive ne tombe. Aucun véritable arbitre ne s'impose. La règle demeure, mais son poids reste limité. Peu à peu, le projet monétaire devient le symbole d'un problème plus vaste. Les gouvernements peuvent s'entendre sur une ambition commune sans accepter réellement l'autorité nécessaire pour la réaliser. Un autre choc survient. En janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent leur retrait de la CEDEAO. Le rythme change immédiatement. Ces trois États forment leur propre alliance. Ils renforcent leur coopération sécuritaire. Ils évoquent aussi la possibilité de construire leurs propres instruments économiques et monétaires. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso devient l'un des visages les plus visibles de cette rupture. Ce départ ne crée pas encore une monnaie alternative. Il crée néanmoins une comparaison politique impossible à ignorer aux yeux des populations. D'un côté, une organisation régionale dispose de plusieurs décennies d'existence, de traités, de sommets et de feuilles de route. De l'autre, 3 pays récemment réunis cherchent à bâtir rapidement de nouvelles institutions. La pression devient politique, elle devient symbolique, elle devient institutionnelle. Désormais, chaque retard de la CEDEAO nourrit l'idée qu'une autre voie pourrait avancer plus vite. Chaque annonce sans résultat renforce le doute. Chaque structure créée ailleurs réduit la valeur des promesses anciennes. Le choc immédiat laisse alors une trace profonde. La question n'est plus seulement de savoir quand la monnaie commune sera lancée. Il faut désormais savoir qui participera, quelles règles seront appliquées et quelle autorité pourra imposer une décision difficile. Le projet de 2027 reste possible, mais il entre dans une période plus incertaine. Une partie de la région cherche encore l'unité monétaire, une autre affirme sa volonté de souveraineté séparée. Après 50 années de calendrier reporté, le prochain retard ne ressemblerait plus à un simple contretemps. Il pourrait consacrer une fragmentation durable de l'Afrique de l'Ouest. Le score de convergence est passé de 41,7% à 29,2%. Cette chute mesure directement l'écart entre les annonces politiques et la capacité économique réelle. Pour savoir si une monnaie commune peut fonctionner, il faut maintenant regarder les critères que les États ont eux-mêmes acceptés. Le premier indicateur concerne le déficit budgétaire. Pour entrer dans le dispositif, un pays doit maintenir son déficit sous le seuil de 3% de son économie. Ce chiffre mesure la capacité d'un gouvernement à financer ses politiques sans accumuler un déséquilibre trop lourd. Autrement dit, un État qui dépense durablement bien plus qu'il ne collecte peut fragiliser toute l'union monétaire. Une monnaie commune oblige donc chaque membre à surveiller ses propres finances, car les erreurs nationales peuvent rapidement devenir un problème régional. Le deuxième critère fixe l'inflation à moins de 5%.
Ce seuil vise à empêcher que les prix n'augmentent trop rapidement dans certains pays pendant qu'ils restent relativement stables dans d'autres. Une union monétaire ne peut pas fonctionner sereinement si le même taux d'intérêt produit des effets opposés selon les économies. Lorsque l'inflation diverge fortement, une décision utile à un grand pays peut devenir douloureuse pour un voisin plus fragile. Ce chiffre ne protège donc pas seulement la valeur de la monnaie, il protège aussi les salaires, l'épargne et la capacité des ménages à prévoir leurs dépenses. Le troisième ensemble de règles concerne le financement public et les réserves. Les prêts de la Banque centrale au gouvernement doivent rester limités, tandis que les réserves disponibles doivent couvrir environ 3 mois d'importation. Ces deux conditions servent à éviter qu'un État finance ses dépenses en créant trop de monnaie ou qu'il manque rapidement de devises pour payer ses achats extérieurs. Elles constituent une protection contre les crises de confiance, les pénuries de paiement et les dévaluations incontrôlées. Pris séparément, ces 4 objectifs semblent raisonnables. Ensemble, ils révèlent pourtant l'ampleur du problème. En 2023, aucun pays du groupe cité dans la source n'a respecté simultanément les 4 critères. Pas un seul. Cette situation ne montre pas une région qui se rapproche rapidement du lancement. Elle montre des économies qui restent éloignées des conditions annoncées. Le poids humain de ces chiffres est direct. Un déficit mal maîtrisé peut réduire les investissements publics ou accroître la dette. Une inflation élevée diminue le pouvoir d'achat. Des réserves faibles rendent les importations plus difficiles. Un financement monétaire excessif peut affaiblir la confiance dans la monnaie. Derrière chaque pourcentage se trouvent donc des prix, des emplois, des entreprises et des familles. C'est pourquoi la date de 2027 ne peut pas être jugée uniquement à partir des déclarations officielles. Le véritable test est beaucoup plus exigeant. Les États doivent améliorer leurs résultats, accepter une surveillance commune et appliquer les règles même lorsqu'elles imposent des choix impopulaires. Sans cette discipline, la monnaie peut recevoir un nom, un symbole et une cérémonie de lancement. Elle ne recevra pas automatiquement la crédibilité nécessaire pour durer dans la vie économique quotidienne, résister aux crises et inspirer durablement confiance aux citoyens. Il existe pourtant une objection sérieuse à toute critique du système actuel. Une monnaie liée à l'euro peut offrir une stabilité rare dans une région où plusieurs économies connaissent des variations de prix, des déficits élevés et une confiance monétaire fragile. Pour les ménages, cette stabilité protège partiellement l'épargne. Pour les entreprises, elle rend les importations, les contrats et les paiements plus prévisibles. Abandonner trop vite cet ancrage pourrait donc provoquer davantage d'incertitudes, renchérir le crédit et affaiblir les populations que la réforme prétend aider. Cet argument mérite d'être pris au sérieux. La source souligne elle-même que la stabilité des prix constitue un avantage concret. Elle explique également pourquoi certains pays ne souhaitent pas renoncer précipitamment à un mécanisme qui rassure les marchés et limite les fluctuations. Cependant, cette protection comporte un coût lorsque la monnaie reste arrimée à l'euro. Les décisions prises pour l'économie européenne influencent indirectement les taux d'intérêt ouest-africains. Une politique adaptée à Francfort ne correspond pas nécessairement aux besoins d'un agriculteur, d'un industriel ou d'un commerçant du Sahel. La stabilité peut protéger le consommateur aujourd'hui tout en freinant la production locale demain. L'objection inverse est tout aussi forte. Les partisans de la souveraineté monétaire estiment qu'une région ne peut pas contrôler pleinement son développement si ses choix financiers restent dépendants d'une architecture extérieure. Ils défendent donc une monnaie plus autonome, capable de soutenir l'industrie, le commerce régional et les priorités africaines. Cette position gagne en visibilité depuis la rupture du Burkina Faso, du Mali et du Niger avec la CEDEAO. Mais l'autonomie ne garantit pas automatiquement la solidité. Une nouvelle monnaie exige des réserves, une banque centrale crédible, des règles budgétaires et une autorité que les gouvernements acceptent réellement. Or, la baisse du score de convergence et l'absence de sanctions montrent que cette discipline commune reste incomplète. Remplacer une dépendance extérieure par une institution régionale faible ne résoudrait pas le problème. Lorsque les deux arguments sont placés côte à côte, le choix devient plus clair. La région ne doit opposer ni stabilité et souveraineté, ni prudence et ambition. Elle doit construire une souveraineté suffisamment disciplinée pour produire sa propre stabilité. Puis, le véritable obstacle apparaît. Pendant des années, le débat a surtout désigné la France, le franc CFA et l'arrimage à l'euro comme les principales causes du blocage monétaire. Cette critique repose sur des éléments réels. La politique européenne influence encore indirectement les conditions financières de plusieurs économies ouest-africaines.
Pourtant, le départ progressif de certains mécanismes français n'a pas suffi à faire naître la monnaie commune annoncée. Le problème se déplace alors. Les États ont déjà défini des critères, signé des accords et publié des calendriers. Ce qui manque surtout, c'est une autorité commune capable d'imposer ses règles lorsque leur respect devient politiquement coûteux. Sans arbitre reconnu, une norme peut être approuvée au sommet puis ignorée au niveau national. Cette révélation change la lecture de la rupture portée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne conteste pas seulement un ancien système monétaire. Il participe aussi à une compétition sur la capacité de construire plus vite des institutions crédibles. Dès lors, le duel ne se joue plus uniquement entre dépendance et souveraineté. Il oppose deux promesses institutionnelles encore inachevées. La suite dépendra de celle qui réussira réellement à transformer ses décisions en obligations communes. À partir de ce point, les conséquences ne restent plus enfermées dans les communiqués officiels. Elles descendent dans les administrations, traversent les entreprises, atteignent les familles et modifient les rapports de force régionaux. La question monétaire devient alors une réalité concrète, visible dans chaque décision économique. Pour les États, la première conséquence est une pression accrue sur la crédibilité. Un gouvernement qui accepte des critères communs mais ne les respecte pas affaiblit non seulement sa propre parole, mais aussi celle de toute l'organisation. Les autorités doivent choisir entre des politiques nationales populaires à court terme et une discipline régionale parfois coûteuse, sans mécanisme de sanction. Les règles risquent de rester symboliques. Avec un mécanisme trop dur, certains pays peuvent refuser de céder une partie de leur souveraineté. Pour les entreprises, l'incertitude monétaire complique les investissements. Une société qui commerce dans plusieurs pays doit anticiper les taux de change, les frais de conversion, les conditions de crédit et les risques politiques. Une monnaie commune, crédible, pourrait réduire ces obstacles et faciliter les paiements. Mais une union mal préparée pourrait produire l'effet inverse, hausse du coût du financement, perte de confiance et hésitation des investisseurs. Les petites entreprises seraient les premières exposées, car elles disposent de moins de réserves pour absorber les chocs. Pour les citoyens, les conséquences sont encore plus directes. Une inflation élevée réduit le pouvoir d'achat. Des réserves insuffisantes peuvent rendre certaines importations plus coûteuses ou plus rares. Des taux d'intérêt élevés rendent les prêts difficiles pour les familles, les agriculteurs et les jeunes entrepreneurs. À l'inverse, une monnaie stable protège partiellement l'épargne et permet de mieux prévoir les dépenses. Mais si cette stabilité repose sur une politique trop éloignée des besoins locaux, elle peut aussi limiter la création d'emplois productifs. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso inscrit désormais cette question dans un discours plus large de souveraineté. Pour une partie de la population, sortir d'un ancien cadre apparaît comme une possibilité de reprendre le contrôle. Pour d'autres, la priorité reste la sécurité économique quotidienne. Une monnaie nouvelle ne sera donc jugée ni sur son symbole ni sur son origine, mais sur sa capacité à préserver les prix, soutenir l'activité et faciliter les échanges. À l'échelle régionale, le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger crée un risque de fragmentation durable. Deux architectures peuvent désormais se développer en parallèle, celle de la CEDEAO et celle de l'Alliance des États du Sahel. Cette concurrence peut accélérer les réformes, mais elle peut également multiplier les frontières financières, les systèmes de paiement et les normes commerciales. Le résultat est clair, les États supportent la pression institutionnelle, les entreprises portent le risque financier, les citoyens absorbent les effets sur les prix et la région affronte la division. La monnaie commune n'est donc plus une idée abstraite. Ses conséquences touchent déjà tous les niveaux de la société, et personne ne peut réellement rester en dehors. À ce stade, 3 trajectoires restent possibles. Aucune ne peut être présentée comme certaine, car la source ne confirme ni un lancement garanti en 2027, ni l'échec définitif du projet. Le scénario le plus probable est donc celui d'une avancée partielle. Quelques pays pourraient en progresser plus vite, satisfaire davantage de critères et former un premier noyau monétaire, tandis que les autres rejoindraient le dispositif plus tard. Cette méthode réduirait l'attente d'un accord parfait entre toutes les économies. Elle créerait cependant une nouvelle difficulté, définir clairement qui entre, qui reste dehors et quelles obligations s'imposent aux premiers participants. Le projet avancerait, mais l'unité régionale resterait incomplète. Dans le scénario le plus favorable, cette pression produit enfin des institutions solides. La CEDEAO transforme ces critères en règles exécutoires, renforce la surveillance budgétaire et établit un mécanisme accepté pour traiter les manquements.
Parallèlement, les systèmes de paiement, les services de conversion et les infrastructures financières sont construits avant les cérémonies politiques. La monnaie commence à petite échelle, fonctionne correctement, puis attire progressivement les États encore hésitants. La concurrence avec l'Alliance des États du Sahel pousse chaque bloc à prouver sa crédibilité par des résultats concrets. Dans ce cas, la rupture ne détruit pas nécessairement l'intégration. Elle accélère les réformes et oblige les dirigeants à remplacer les annonces par des mécanismes réels. Le scénario le plus sombre serait un nouveau report accompagné d'une fragmentation plus profonde. La date de 2027 passerait, puis une nouvelle feuille de route serait annoncée sans sanction ni changement institutionnel. Dans le même temps, le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourraient se développer leurs propres instruments de paiement ou poursuivre une architecture monétaire distincte. Les entreprises devraient alors naviguer entre plusieurs normes, plusieurs réseaux financiers et davantage d'incertitudes. Les échanges régionaux deviendraient plus complexes, tandis que la confiance dans les deux projets diminuerait. Sous Ibrahim Traoré, la volonté de souveraineté du Burkina Faso gagnerait une valeur symbolique, mais elle resterait elle aussi soumise au test des réserves, de la discipline et de la crédibilité. L'essentiel n'est donc pas de deviner quelle annonce sera faite. Il faut observer les institutions, les systèmes de paiement et la réaction aux premiers manquements sérieux. Le jour où une règle commune contraindra réellement un État et où cet État acceptera la décision, la région disposera enfin d'un signe crédible. Jusqu'à ce moment, chaque scénario demeure ouvert et l'avenir dépend moins des calendriers que des choix appliqués dès maintenant. Après avoir observé les institutions, les chiffres et les scénarios possibles, une question devient inévitable. Que signifie réellement cette transformation pour la personne qui regarde cette histoire depuis son téléphone, son bureau ou son commerce? Même sans participer au sommet politique, chacun peut être touché par les décisions monétaires qui modifient les prix, le crédit, l'emploi et les échanges. Pour ceux qui suivent déjà attentivement l'évolution de la CEDEAO et de l'Alliance des États du Sahel, l'avantage principal est la compréhension. Ils peuvent distinguer une annonce symbolique d'un progrès institutionnel réel. Mais cet avantage exige de la vigilance. Il faut observer les critères de convergence, les systèmes de paiement, les réserves et la manière dont les États réagissent lorsqu'une règle devient contraignante. Une date seule ne suffit jamais. Pour ceux qui sont touchés indirectement, les conséquences passent souvent par le travail et le coût de la vie. Un commerçant peut subir des frais de conversion. Une entreprise peut retarder un investissement. Une famille peut payer plus cher des produits importés ou rencontrer davantage de difficultés pour obtenir un prêt. Leur meilleure protection consiste à suivre les changements, ajuster leurs attentes et éviter de prendre des décisions importantes sur la base d'une promesse politique encore incertaine. Enfin, certains pensent que ce débat ne les concerne pas. Pourtant, l'indifférence ne supprime pas le risque. Une monnaie instable, un crédit plus coûteux ou une nouvelle frontière financière peuvent atteindre même ceux qui ne suivent jamais la politique régionale. Il n'est pas nécessaire de devenir économiste. Il suffit de comprendre les mécanismes essentiels et de reconnaître les signaux crédibles. Le spectateur n'est donc pas extérieur à cette histoire. Il en ressentira les résultats dans son épargne, son activité ou ses possibilités futures. Comprendre maintenant, c'est réduire le risque d'être surpris plus tard. Le véritable test ne sera pas une cérémonie de lancement. Il commencera le jour où un État dépassera une limite commune, recevra une décision contraignante et choisira malgré tout de l'appliquer. Tant que cette scène n'existe pas, les critères restent des intentions, les calendriers restent des promesses et la monnaie demeure un projet politique. Une institution devient crédible seulement lorsqu'elle peut imposer une règle difficile à ceux qui l'ont créée. C'est précisément ce qui manque après des décennies de négociations. Les gouvernements ont défini des seuils, signé des textes et publié des rapports. Pourtant, lorsqu'un pays échoue, il revient souvent au sommet suivant sans sanction décisive. Le système conserve alors son apparence, mais il perd progressivement son autorité. Une règle sans arbitre reconnue ne protège ni la monnaie, ni les investisseurs, ni les citoyens. La réponse à la question ouverte précédemment devient donc claire. Le signe décisif ne sera pas le nom choisi, le dessin du billet ou la nouvelle date annoncée. Il sera visible dans l'acceptation collective d'une discipline commune. Cela suppose une surveillance indépendante, des conséquences prévisibles et un mécanisme permettant de corriger les écarts sans transformer chaque désaccord économique en crise politique. Pour le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, la même exigence s'applique. Quitter un cadre contesté peut symboliser la souveraineté.
Mais construire une alternative crédible demande ensuite des réserves, des systèmes de paiement, une coordination budgétaire et des règles acceptées par les partenaires. La rupture ouvre un espace politique. Elle ne remplace pas le travail institutionnel. Ainsi, la CEDEAO, comme l'Alliance des États du Sahel, seront jugées sur le même terrain. Celle qui transformera ses décisions en obligations réelles gagnera la confiance. Celle qui accumulera les annonces sans mécanisme d'exécution prolongera simplement l'incertitude. Au terme de cette analyse, un constat s'impose. L'Afrique de l'Ouest ne manque ni de ressources, ni de marchés, ni de populations capables de soutenir une intégration monétaire ambitieuse. Elle dispose déjà d'accords, de critères économiques, de banques centrales, de réseaux commerciaux et de plusieurs décennies d'expérience régionale. Pourtant, l'élément décisif reste inachevé. Une institution commune dont les décisions soient réellement respectées. Les retards répétés montrent que la difficulté ne réside pas seulement dans le choix d'un nom, d'un taux de change ou d'une date de lancement. Elle réside dans la capacité des gouvernements à accepter une discipline partagée lorsque leurs priorités nationales entrent en conflit. Sans cette acceptation, la stabilité promise demeure fragile et la souveraineté revendiquée reste symbolique. La rupture portée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger oblige désormais chaque camp à produire des résultats. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso incarne une volonté de construire autrement. Mais cette ambition sera jugée sur les mêmes critères: crédibilité, réserve, coordination et confiance. La véritable compétition commence donc maintenant. Elle opposera moins des slogans que des institutions. Et l'avenir monétaire de la région dépendra de celles qui sauront transformer une volonté politique en règles durables, applicables et acceptées. Après 50 années de promesses, la question essentielle n'est plus de savoir si une nouvelle date sera annoncée. Elle est de savoir si les États construiront enfin les mécanismes capables de rendre cette monnaie crédible. Les discours peuvent m'en présenter un symbole, mais seuls les systèmes de paiement, les réserves, la discipline budgétaire et l'acceptation des règles communes peuvent créer une véritable confiance. La CEDEAO sera donc jugée sur ses actes. L'Alliance des États du Sahel le sera également. Ni la souveraineté proclamée, ni la stabilité héritée ne suffiront sans institutions solides, transparentes et respectées. Le projet qui réussira sera celui qui facilitera réellement les échanges, protégera l'épargne, soutiendra les entreprises et résistera à la première crise sérieuse. Le débat reste ouvert. L'Afrique de l'Ouest avancera-t-elle par un lancement limité, par une nouvelle architecture autour du Burkina